Le 25 octobre, le gouvernement a enfin présenté son nouveau plan national d'adaptation au changement climatique. Celui-ci doit notamment s'attaquer aux îlots de chaleur en zone urbaine et améliorer le confort thermique en extérieur. Mais comment les villes font-elles pour déjà s'y attaquer ? Le nouveau dossier du magazine Environnement et Technique tente de répondre à cette question et Guénolé Boileau de Frémont vient nous en donner les clés. Les clés de l'environnement, le podcast d'Actu Environnement. Bonjour Guénolé. Bonjour Félix. Et donc vous découvrez une nouvelle voix dans ce podcast un peu bonus des clés de l'environnement, donc Guénolé qui travaille à l'un des 3 magazines d'Actu Environnement. Donc il y a Actu Environnement, le mensuel que vous connaissez, qui est lié à ce podcast depuis l'origine. Il y a Droit de l'environnement, et puis pour toute la partie, on va dire, technique et terrain, il y a Environnement et technique. Et on voulait faire un focus sur ce dossier en particulier. Donc on parle de confort thermique en extérieur et pas en intérieur. On ne va pas parler d'isolation ou de climatisation dans ce podcast. Mais en fait, on parle de quoi ? Le phénomène d'îlot de chaleur, c'est de l'énergie solaire stockée dans le mobilier urbain la journée et qui se déstocke durant la nuit. Pas assez vite, et c'est là le problème. Ce phénomène, il est mesuré juste avec la température de l'air. Le phénomène de confort thermique, c'est un phénomène qui est lié à celui d'îlot de chaleur, mais qui est beaucoup plus complexe, puisqu'il y a une interpénétration de paramètres qui jouent dans son évaluation. Il y a l'humidité, le vent, le rayonnement diffus et la température, pour en citer quelques-uns. Et par exemple, il y a des petites variabilités de paramètres qui peuvent renverser la tendance. Si vous avez beaucoup d'humidité, de la chaleur et pas de vent, l'humidité bloque le processus de transpiration des corps. Mais dès lors qu'il y a un peu de vent, toujours le même taux d'humidité, alors là, on a des petites brises agréables. Et la tendance se renverse et on est dans un confort thermique alors qu'avant, on était dans du stress thermique. Mais du coup, les collectivités, les villes, comment elles font pour jouer sur le confort thermique ? Comment elles font pour réduire les îlots de chaleur, justement ? 3 grands pans de solutions. Le végétal, les surfaces à albédo élevé, ce sont les surfaces qui reflètent la lumière, et l'eau. Les peintures réfléchissantes, il faut bien travailler la façon et l'endroit dont on va les mettre, puisque les peintures réfléchissantes, l'avantage c'est que c'est pas cher, c'est 20 € le mètre carré, mais ça va rafraîchir uniquement, si on parle de confort thermique intérieur, juste le dernier étage d'un bâtiment. Encore faut-il qu'il soit bien isolé. Si on se focus un petit peu sur le végétal, on a déjà une statistique qui dit que pour diminuer sensiblement la température dans les villes, il faut que 50 à 60% de la ville soit recouverte de forêt, ce qui en l'état n'est pas possible. Donc j'imagine qu'il n'y a pas de formule miracle, j'imagine que les villes et les collectivités ont des limites et ont des contraintes. Est-ce que tu as un exemple en tête ? Il n'y a pas de formule miracle puisque l'élément de base pour la végétation, c'est l'eau, puisque c'est l'eau qui assure l'évapotranspiration et c'est l'eau qui permet de faire pousser les plantes et les arbres. Et à l'aune de la crise climatique et de ses conséquences insoupçonnées à échelle de 10, 30, 50 ans, on n'est pas sûr de l'état de la ressource en eau et puis la crise de l'été 2022 nous l'a bien montré. Pour remédier à ça, il y a des communes comme la ville de Paris qui ont décidé sur la place de la Catalogne d'irriguer en continu par un système d'irrigation artificielle leurs arbres. Il y a la métropole de Nantes qui a commencé un travail de cartographie ces îlots de fraîcheur, les portions du territoire de la métropole où on est à proximité d'un parc ou dans un parc, on est à proximité d'un fleuve, on est dans des endroits ombragés et on sait que l'eau, c'est un élément essentiel pour assurer la survie des milieux végétalisés, mais c'est un élément essentiel pour assurer le confort thermique des gens. Donc tout ça, ça nécessite beaucoup de ressources en eau et ça nécessite de faire des choix de priorisation. C'est ce qui a été acté avec la préfecture de Nantes à la suite de l'été 2022 par nécessité de protection des populations en cas de crise de l'eau, d'arroser et d'approvisionner en priorité les îlots de fraîcheur cartographiés par le service adaptation de la métropole de Nantes. Donc ça, c'était un exemple terrain, mais sur environnement et technique, on parle aussi beaucoup de technique et de technologie. Est-ce qu'il y a des solutions technologiques qui existent aujourd'hui pour aider les collectivités à mieux s'adapter ? Il y a beaucoup de sociétés et de bureaux d'études qui proposent des cartographies qui se basent sur des données satellitaires en accès libre, comme les données des satellites Copernicus ou les données de Landsat. Mais le problème, c'est que ces satellites passent au-dessus de la zone donnée, au maximum toutes les semaines. Pour Landsat, je crois que c'est entre 12h et 13h. Or, le phénomène d'îlot de chaleur urbain
requiert des data, une analyse plus poussée, plus détaillée. Il y a une start-up qui s'appelle City Climate X, qui est une filiale du bureau d'ingénierie Ingerop, qui s'est emparée du sujet. Et sa créatrice, Lucille Alonso, à partir de ses travaux de thèse, a imaginé une approche terrain. On peut parler de l'expérimentation autour des arbres de pluie dans la métropole de Lyon, où elle est allée en vélo dans quelques-unes de ces rues où étaient installés des arbres de pluie. Elle a récolté un maximum de données sur des pas de temps de 2 heures maximum, le matin, le midi, l'après-midi, la nuit. Ces données, elle les a mises dans son logiciel. L'enjeu de ce logiciel permet d'inférer le comportement des phénomènes d'îlots de chaleur à l'échelle d'une ville. Tout ça en se basant sur des réseaux de neurones et du travail type machine learning. Et du coup, ce travail avec la métropole de Lyon, avec Ingerop et son nouveau logiciel, en quoi ça a été utile ou pas d'ailleurs? Ça a été utile parce que ça permet d'avoir de la data. Là, ils l'ont fait depuis 3 ans et ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas de bénéfice notable en termes de diminution du mercure sur le thermomètre après 3 ans. Pour autant, ça n'inquiète pas la métropole de Lyon qui escompte des bénéfices par rapport aux arbres de pluie dans les 10 années à venir. C'est un peu ce qui joue contre l'adaptation parfois, c'est de voir qu'on n'a pas de bénéfices immédiats et c'est des bénéfices surtout sur le long terme. Il n'y a pas de miracle en gros. Tout comme le climat est joué pour les 20 prochaines années, les méthodes constructives ont un peu scellé le sort de nos villes, puisque pour ce qui est par exemple du paramètre vent, qui est un paramètre essentiel pour améliorer le confort thermique, il faut qu'il soit pensé à la conception d'un quartier. Dès lors que le quartier est construit et que les couloirs de vent ne sont pas pris en compte, la chose est jouée. Eh bien merci Guénolé pour ce petit zoom. Pour en savoir plus sur les solutions techniques et connaître d'autres retours d'expérience sur l'adaptation climatique sur le terrain, je vous invite à rester connecté sur actu-environnement.com. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous dis à la prochaine, mais d'ici là, n'oubliez pas de partager ce podcast, de le commenter sur les réseaux sociaux et de le noter sur vos plateformes d'écoute.